Ce document est produit par l'Université Joseph Fourier Grenoble 1 en collaboration avec la région Rhône-Alpes et l'Université numérique francophone des sciences de la santé et du sport. Dans ce premier chapitre consacré à la ventilation pulmonaire, nous allons étudier les caractéristiques de l'air inspiré au cours de la respiration. Nous sommes donc dans l'étape de la ventilation pulmonaire, même si, bien entendu, les caractéristiques de cet air inspiré vont affecter les échanges gazeux, que ce soit au niveau alvéolo-capillaire ou au niveau tissulaire. L'atmosphère est constituée d'un mélange de différents gaz et de vapeurs d'eau. En fonction du centre d'intérêt, ces gaz vont avoir plus ou moins d'importance, bien entendu. Les différents gaz de l'atmosphère sont l'azote, l'oxygène et le dioxyde de carbone, et puis un certain nombre de gaz en quantité beaucoup moindre que nous ignorerons pour le cours de physiologie respiratoire et qui sont par exemple l'argon, le néon, l'hélium, etc. Alors, dans ce cours, vous allez assez souvent rencontrer des chiffres. À moins que je ne vous le dise, les chiffres ne sont pas à apprendre par cœur, mais il faut avoir au moins un ordre de grandeur en tête. En ce qui concerne la concentration des gaz atmosphériques, ces concentrations, qu'on appelle aussi fractions, sont à savoir par cœur. La fraction de l'azote ou la concentration de l'azote dans l'air est de l'ordre de 79%, celle de l'oxygène de 21%, et pour les physiologistes respiratoires, dans l'air ambiant, il n'y a pas de CO2. Bien entendu, si vous vous placez du point de vue de la climatologie ou de l'écologie, cette fraction n'est pas négligeable. Mais pour la physiologie respiratoire, on considère que la fraction de l'air atmosphérique en CO2 est nulle. Donc là, il s'agit de chiffres qu'il faut bien retenir. Alors, voyons un peu quelles sont les pressions, comment est-ce qu'on définit les pressions d'un gaz et quelles sont les valeurs dans le système respiratoire. Le gaz est fait de molécules en mouvement et l'impact de ces molécules contre une surface va définir la pression exercée par ce gaz. Donc là, on a schématisé un gaz 1 qui exerce sur les différentes surfaces de ce cylindre une pression 1. Mais comme je vous l'ai dit, dans l'air atmosphérique, plusieurs gaz sont mélangés. Lorsque plusieurs gaz sont mélangés, la pression totale est égale à la somme des pressions partielles. Ceci s'appelle la loi de Dalton. Et donc, si le gaz 1 entraîne une pression 1, le gaz 2 une pression 2, la pression totale qui règne à l'intérieur du cylindre en question est égale à P1 plus P2. Et ainsi de suite si on a 3, 4 ou 5 gaz. Alors, parmi les pressions qui vont nous intéresser, on va beaucoup parler de la pression atmosphérique, ou qu'on appelle aussi pression barométrique. C'est la pression totale, qui est la somme des différentes pressions générées par les différents gaz. La pression atmosphérique, c'est le poids de la colonne d'air par unité de surface en un lieu donné. Alors, on a vu que la pression totale qui règne dans, par exemple, ici ce cylindre, est égale à la somme de chacune des pressions. Mais il faut savoir que chaque gaz va contribuer à la pression totale de manière différente en fonction de sa fraction. Chaque gaz va contribuer à la pression totale proportionnellement à la fraction de ce gaz, ce qui fait que la pression totale P tot va être égale à la fraction du premier gaz, ou la concentration du premier gaz, multipliée par cette pression totale, plus la fraction du deuxième gaz, multipliée par la pression totale. Chaque gaz va contribuer proportionnellement à sa fraction, ce qui est logique. Donc si on prend l'exemple de l'azote, dans l'air, on a 79% d'azote. La pression atmosphérique, vous voyez ici, elle est exprimée en millimètres de mercure. Si vous regardez les informations météo, elle sera exprimée en bar. Et on devrait, que ce soit en physiologie respiratoire ou en météo, l'exprimer en kilopascal. Mais dans la plupart des cas, on exprime cette pression atmosphérique en millimètres de mercure. Et au niveau de la mer, cette pression atmosphérique est de l'ordre de 760 mm de mercure. Eh bien, la pression partielle de l'azote dans l'air atmosphérique est égale à 600 mm de mercure, car elle est égale à la pression totale multipliée par la fraction d'azote, dont je vous ai dit qu'elle était de 79%. Et vous pouvez refaire le calcul.
pour l'oxygène, pour des gaz plus rares avec une pression tout à fait négligeable. Et vous voyez donc que comme on considère que la fraction en CO2 est nulle dans l'air atmosphérique, et bien la pression partielle de CO2 dans l'air atmosphérique est nulle elle aussi. Alors cette pression atmosphérique, elle va varier en fonction de l'altitude. Et plus on monte en altitude, plus la pression atmosphérique diminue. La fraction qui nous intéresse le plus est celle de l'oxygène, bien sûr, puisque c'est l'oxygène qu'on va faire pénétrer dans le système respiratoire. Cette fraction de l'oxygène dans l'air ambiant reste identique, quelle que soit l'altitude. Cette fraction est toujours de 21%. Mais la pression atmosphérique, elle, va diminuer au fur et à mesure. Vous voyez ici, au fur et à mesure qu'on augmente en altitude, vous voyez la pression atmosphérique sur l'axe des Y qui est exprimée en millimètres de mercure. Et vous voyez que par le simple fait de diminuer progressivement la pression atmosphérique, la pression en oxygène, qui est indiquée ici comme PiO2 parce que c'est la pression inspirée en oxygène, va diminuer petit à petit. Et si au niveau de la mer, elle est de l'ordre de 21 kPa, eh bien, à un niveau un petit peu supérieur au mont Everest, elle sera de l'ordre de 6 kPa. Donc, même si la fraction du gaz ne change pas, le simple fait de diminuer la pression atmosphérique au fur et à mesure que l'on monte en altitude diminue la pression partielle de l'oxygène dans l'air qui va pouvoir être inspiré. Alors, il y a une autre pression qui nous intéresse, c'est la pression partielle en vapeur d'eau. Cette pression partielle en vapeur d'eau, elle va dépendre essentiellement de la température du mélange gazeux et elle va avoir comme conséquence de diminuer la contribution relative des autres gaz à la pression totale. Donc on a dit tout à l'heure que la pression d'un gaz, c'était la pression totale multipliée par la fraction de ce gaz. Si on est dans un air qui n'est pas complètement sec, qui a une certaine pression en vapeur d'eau, il va falloir retrancher cette pression de vapeur d'eau de la pression atmosphérique afin de trouver la pression partielle du gaz. Vous voyez à droite un graphe qui vous montre l'évolution de la pression partielle en vapeur d'eau en fonction de la température. Plus cette température est élevée, plus la pression partielle en vapeur d'eau va être importante. Alors l'air inspiré, en fonction de l'endroit où on se trouve, va avoir une température et une humidité variables. Et puis à l'autre extrémité, l'air alvéolaire, qui est en contact avec la profondeur du poumon, va avoir une température de 37 degrés et sera humide à 100%. Donc il s'est passé quelque chose entre ces deux étapes et ce quelque chose, c'est le conditionnement de l'air inspiré par les voies aériennes supérieures. On le reverra un petit peu plus en détail, mais entre le moment où l'air est inspiré au niveau du nez et le moment où il arrive dans les alvéoles, il a été réchauffé à 37 degrés et humidifié pour atteindre une humidité de 100%. Alors voyons ce que ça donne sur les pressions en oxygène, c'est celle qui nous intéresse le plus, parce que c'est au total la pression qui va être disponible dans les alvéoles pour les échanges gazeux. On a représenté ici l'évolution de différents paramètres, la pression atmosphérique, la pression partielle en vapeur d'eau et la pression en oxygène à différentes altitudes, au niveau de la mer et à 3000 mètres au-dessus du niveau de la mer. Et puis l'air peut être soit à une température moyenne de 25 degrés, soit sec avec 0% d'humidité, soit humide avec 100% d'humidité. Il peut être aussi un peu chaud à 37 degrés avec 100% d'humidité ou un peu plus froid. La pression atmosphérique au niveau de la mer est de l'ordre de 760 mm de mercure, de 100 kPa. Évidemment, cette pression n'est pas absolument constante, elle peut varier d'un jour à l'autre en fonction de la météo, mais on peut dire que globalement, cette pression atmosphérique est de l'ordre de 100 kPa. Du fait de la diminution progressive de la pression atmosphérique en fonction de l'altitude, quand on est à 3000 mètres, vous voyez que cette pression atmosphérique n'est plus que de 67 kPa. Quand il y a 0% d'humidité, c'est facile, la pression partielle en vapeur d'eau est nulle. En revanche, quand on est à 100% d'humidité, eh bien pour une température de 25 degrés, la pression partielle en vapeur d'eau sera de l'ordre de 3 kPa. Ça va avoir une importance, ces pressions partielles en vapeur d'eau, sur la pression partielle en oxygène.
On voit dans la première colonne de gauche que lorsque l'air est à 25 degrés, sans humidité, avec une pression partielle en vapeur d'eau égale à 0, la pression partielle en oxygène est de l'ordre de 21 kPa. Si l'on augmente l'humidité sans changer l'altitude, sans changer la température, on a une baisse légère mais significative de la pression partielle en oxygène qui n'est plus qu'à 20,4 kPa. Si l'air est réchauffé, cette pression partielle en vapeur d'eau ne va plus être de 3 kPa mais de 6 kPa. Et de ce fait, la pression partielle en oxygène va encore diminuer à 19,7 kPa. Que se passe-t-il en altitude? Eh bien, si on a 0% d'humidité à 5 degrés, on aura à peu près 14 kPa de pression en oxygène. Vous voyez que le simple fait d'être en altitude et d'avoir un air froid va nous donner une pression partielle en oxygène de 14 kPa. Et puis si l'air est réchauffé et humidifié en altitude, on aura une pression en oxygène qui n'est plus que de 12,8 kPa. On est bien loin des 21 kPa qu'on avait au niveau de la mer en l'absence d'humidité. En ce qui concerne le gaz carbonique, eh bien, comme je vous l'ai dit, on considère qu'il n'y a pas de gaz carbonique dans l'atmosphère, que ce soit au niveau de la mer ou en altitude. Donc on voit ici, surligné en rose, les effets du conditionnement de l'air inspiré par les voies aériennes sur la pression partielle en oxygène. Si on est au niveau de la mer et qu'on inspire un air sec à 25 degrés, on inspire une pression partielle en oxygène de 21 kPa. Quand l'air arrive dans les voies aériennes, quand l'air arrive au niveau des alvéoles, la pression a diminué, la pression en oxygène a diminué, elle n'est plus que 19,7 kPa. Et voici l'effet de l'altitude sur la pression partielle en oxygène. Si on compare l'air qui va arriver dans les alvéoles à 37 degrés avec 100% d'humidité au niveau de la mer, on est à 19,7 kPa. En revanche, pour la même humidité, la même température, à 3000 mètres, on n'est plus qu'à 12,8 kPa. Et donc le simple fait soit d'humidifier l'air inspiré, soit de monter en altitude, va diminuer la pression en oxygène qui va être disponible pour les échanges gazeux. Donc que faut-il retenir essentiellement de cette première partie? Que la fraction inspirée en oxygène, que la fraction d'oxygène contenue dans l'air ambiant est de 21%, quelle que soit l'altitude, qu'en revanche, il n'y a pas de CO2, que la pression atmosphérique diminue en altitude. On a vu l'exemple de l'altitude, mais si on se place dans le cadre de la plongée sous-marine, la pression atmosphérique va augmenter au fur et à mesure qu'on descend sous le niveau de la mer. Et donc, du fait de cette diminution de la pression atmosphérique, la pression en oxygène va diminuer avec l'altitude. Et du fait de l'humidification de l'air au niveau des voies aériennes supérieures, la pression en oxygène va diminuer une fois que l'air sera passé dans les voies aériennes supérieures.